La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire de la petite colonie portugaise de Macao, repassée sous souveraineté chinoise le 20 décembre 1999. Eh bien, cette semaine, je vous propose non pas de chercher à comprendre, mais plutôt de chercher à percevoir ce cas de figure un peu atypique, quasi sentimental, un état d'esprit, une atmosphère propre à cette communauté sino-portugaise que j'ai nettement ressentie en faisant récemment un long séjour à Macao. Voilà, Macao, c'est cette petite enclave méditerranéenne logée dans le ventre sud de la Chine. C'est une péninsule à laquelle s'ajoutent deux petites îles, Taipa et Koloane, toutes trois reliées aujourd'hui par des ponts sur la mer. L'ensemble fait 21 km² et compte environ 450 000 habitants. Macao, portugaise depuis le XVIe siècle, a été longtemps un village de pêcheurs, puis un entrepôt pour le commerce entre Japon, Chine et Europe, jusqu'à ce qu'elle soit détrônée au XIXe siècle par sa voisine Hong Kong. Macao a alors survécu en s'inscrivant dans une économie plus parallèle, pour ne pas dire illégale, le jeu, l'opium, ayant constitué au XXe siècle l'essentiel des revenus du gouvernement de Macao. Malgré la signature par le Portugal d'un accord sur l'élimination du commerce de l'opium en 1925, cette contrebande s'est poursuivie à Macao jusqu'en 1946. Les premiers casinos se sont ouverts un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, côté port intérieur, face à la Chine, mais leur plein développement a été assuré à partir de 1962 sous l'impulsion de Stanley Ho. Ce riche chinois de Macao va ouvrir de nouveaux casinos de l'autre côté de la péninsule, déplaçant ainsi le centre de gravité économique de la ville du port intérieur vers le port extérieur afin d'être davantage tourné vers Hong Kong. Son entreprise, la STDM, introduit dans les casinos les jeux européens tels que roulette et baccarat. Elle construit des hôtels, modernise les transports maritimes avec Hong Kong, puisque ce sont les Chinois de la colonie anglaise qui forment les gros bataillons des joueurs. Et enfin, la STDM se diversifie dans les infrastructures, la banque, les médias, le tourisme et depuis peu la réhabilitation des bâtiments historiques portugais. En fait, Stanley Ho est une sorte de cofondateur du Macao moderne. Et par les mécanismes de taxation des gains et de redistribution, la recette des casinos couvre certaines années jusqu'à 60% du budget du gouvernement de Macao. L'apport économique est donc majeur, mais le jeu s'accompagne de la violence entre les gangs chinois, la présence des triades, la ruine et la déchéance morale pour certains joueurs, voire pour des familles entières. Comment fonctionne l'économie de Macao? On a donc 40% en moyenne du produit intérieur brut qui vient du jeu, 30% des services, 25% des exportations, le textile, l'électronique, les jouets, les feux d'artifice, et puis localement on a la pêche et la pharmacopée chinoise traditionnelle. Alors en prévision de la rétrocession de Macao à la Chine, les acteurs économiques ont voulu diversifier l'offre en investissant dans le tourisme. 7 millions de touristes sont venus en 1997, dont 40% venaient de Chine continentale. Les investissements se sont aussi portés sur les infrastructures, tout cela favorisant un boom de la construction dans les années 90. Alors on ne peut pas comprendre l'évolution de Macao sans parler de sa géographie. Revenons donc à une carte nous montrant la péninsule en 1889, quand les côtes n'avaient pas encore été modifiées par l'homme. Si maintenant on superpose à cette carte les contours des côtes en 1980, donc un siècle plus tard, on constate que la tige de la fleur de lotus reliant la péninsule au continent a comme disparu, avalée par les polders. La construction du nouveau port a engendré la création d'un nouveau quartier gagné sur la mer. La baie dite Praia Grande est mangée par la poldérisation, perdant cette ravissante courbe en 2001
bordée de villas portugaises et de figuiers indiens penchés sur la mer. Et 20 ans après, donc aujourd'hui, en l'an 2000, on constate que le territoire a continué à s'agrandir sur la mer. Nouveau quartier au nord, nouveau centre d'affaires au sud, relié au quartier historique de Barra par une route construite devant la baie, et c'est un polder sur lequel est en ce moment construite la tour Namvan, qui sera la 8e tour en hauteur du monde. Un deuxième pont a été construit avec son dos en forme de dragon chinois. Il rejoint l'île de Taipa. Alors on le voit bien par ces superpositions successives, plusieurs hectares ont été gagnés sur la mer, détruisant une bonne part du charme de Macao. Or, on est là face à une économie à petite échelle. Macao n'est pas un centre financier comme Hong Kong, qui n'est qu'à 60 km de là, ni un centre industriel, car l'arrière-pays chinois est derrière, et la zone économique chinoise de Zhuhai est juste au nord, au contact avec la frontière de Macao. Des milliers de travailleurs chinois vont et viennent chaque jour, avec un permis de travail, mais pas de permis de séjour. Tout le monde repart à 18 h, et cette frontière, de toute façon, restera contrôlée après le 20 décembre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transition a eu lieu longtemps avant cette date de 1999. Les grandes banques sont depuis longtemps tenues par des capitaux chinois. Les créoles, c'est-à-dire les macanais sino-portugais, ont en majorité décidé de rester à Macao, même si les garanties démocratiques et syndicales ne sont assurées qu'en théorie, selon la loi fondamentale rédigée conjointement entre le Portugal et la Chine. La monnaie de Macao, le patacas, devrait se maintenir pendant plusieurs décennies, selon l'accord portant sur 50 ans de statut spécial. Alors, quel est l'enjeu au juste ? Avant cette rétrocession, le Portugal a investi dans les équipements culturels comme l'Institut culturel de Macao donnant sur la mer. Bâtiments, certaines villas élégantes, à facture classique, ont été enfin et fort bien restaurés pour transmettre ce qu'il reste de l'héritage. Et l'intérêt des Macanais, c'est de conserver cette ville et non d'en poursuivre la modernisation au prix de sa banalisation. Macao devient maintenant, comme Hong Kong, une région administrative spéciale, une SAR, par l'application de la formule chinoise « un pays, deux systèmes ». Cela stipule un haut degré d'autonomie, sauf dans les affaires étrangères et militaires. Le Conseil législatif de Macao poursuivra son existence et ses travaux au-delà de décembre 1999. Le Portugal a fourni des passeports à tous les Macanais nés à Macao avant 1981, et depuis la signature de l'accord de rétrocession, l'administration favorise maintenant les Chinois éduqués plus que le personnel portugais. Cette transition, en fait, elle a déjà eu lieu il y a quelques années. Le vrai enjeu maintenant, c'est la continuité de la formation et de la sinisation des élites, le maintien de l'approche culturelle propre à cette ville, le maintien du petit commerce, donc du tissu social et familial, et naturellement qui à terme va contrôler les tables de jeu. Soit maintien d'un monopole, soit arrivée des sociétés secrètes chinoises. Alors la question est discrète à Macao, mais naturellement, elle est énorme. Donc les vraies questions ne sont pas liées au Parti communiste chinois, même si celui-ci reste toujours imprévisible, non par changement de vision politique, mais tout simplement par souci de garder le pouvoir. Donc quel est l'enjeu ? Eh bien, si le Portugal est déjà un pays étranger à Macao, en revanche, il y a à Macao une histoire commune, sino-portugaise, qui a donné une identité propre à cette ville. Macao n'est pas portugaise, mais elle n'est pas non plus totalement chinoise. Il y a une matrice européenne, méditerranéenne, peut-être même atlantique. C'est donc un enjeu culturel, de civilisation, un enjeu religieux. En tout cas, on ne peut pas trop raisonner Macao. On peut la sentir, faire des paris, car son histoire ne ressemble pas du tout à celle de Hong Kong. Cette ville est un étrange et séduisant mélange. Il y a un croisement réussi, une tolérance réussie, due peut-être au célèbre Wu Wei chinois, le non-agir, le laisser-venir, une compréhension muette
qui devra maintenant inventer une autre inscription dans cet espace-là et dans le temps, mais maintenant c'est désormais un temps suspendu.